Société, culture, art, alternative. vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Guillaume. Juste avant de lancer votre émission Conflit de Canard, vous le savez, on va vérifier un petit peu ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans le monde et en France. Faisons un point sur l'actu. Il y a quelques jours, fin avril 2024, à Strasbourg, 2 militaires de 19 et 21 ans ont agressé avec une rare violence un jeune homosexuel de 28 ans. Traumatisme crânien, tympan percé, dents déchaussées, ça fait froid dans le dos. Les 2 militaires ont été arrêtés et jugés en comparution immédiate et condamnés à 2 ans de prison, dont 1 ferme. Mi-avril, à Clermont-Ferrand, un jeune homme de 18 ans a été la cible d'insultes homophobes, puis frappé au visage par 2 individus. Début avril, à Nancy, un jeune homme homosexuel a été tabassé par une dizaine d'individus là aussi, à la sortie d'une boîte de nuit. La victime a le visage tuméfié, une dent cassée, 2 côtes fêlées, 3 fractures au bras. Les photos qui ont été postées sur les réseaux sont très difficiles à voir, encore une fois. Les LGBT-phobies font beaucoup de dégâts. Début avril, à Lyon, 2 jeunes hommes ont également été agressés à la sortie d'un club gay-friendly. Ils ont été roués de coups et leurs papiers, l'argent sur eux, ont été volés, ainsi que des téléphones. Toujours début avril, à Grenoble, un ado gay de 15 ans a été enlevé sur la voie publique par 5 individus, puis emmené et séquestré dans une cave. Il a été insulté et tabassé pendant plus d'1h30 avec notamment une barre de fer, et l'un des agresseurs serait son cousin. Un point international maintenant. En Irak, les parlementaires ont voté un amendement pour condamner l'homosexualité à au moins 10 ans de prison, le fait d'évoquer l'existence des LGBTQIA+, à 7 ans de prison, et une peine de 1 à 3 ans de prison pour toute personne ou médecin ayant participé à une transition de genre. Une peine similaire est prévue pour tout homme dont le comportement est jugé efféminé. Et enfin, en Russie, que serait un point sur l'actu sans parler de la Russie ? Il y a à peine quelques jours, un étudiant de 21 ans et membre du Parlement des jeunes a été condamné à 15 jours de prison pour seulement diffusion de symboles LGBT. Ce qu'il a fait, tout simplement, il aurait partagé sur sa chaîne Telegram des émojis arc-en-ciel. Voilà, donc c'est assimilé ça pour l'État russe à des symboles extrémistes et terroristes. Comme toujours, il y a beaucoup d'autres faits d'actualité dont vous n'avez pas entendu parler ni sur vos réseaux ni dans les grands médias que vous suivez. Ce n'est qu'une sélection qui est faite ici pour vous y sensibiliser et que vous puissiez comprendre pourquoi les luttes LGBTQIA+ ont de l'importance et continuent d'exister. Il est temps de lancer l'émission Conflit de Canard. Mario, c'est à toi. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas évidemment les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas, hein? Dédé! Ah, ça m'a rajeuni! Oh là là, c'est la décadence. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Conflit de Canard qui vous est proposée par l'association Iva Sound Studio. Je salue l'équipe des coins autour de la table, bonjour à vous, comment allez-vous ? Ça va bien, très bien, merci. Pour cette 5e émission, nous allons parler d'un sujet qui a impacté nos vies personnelles autour de la table. On va parler coming out en famille. Et pour cela, nous recevons en invité Anne et Marie-Françoise, qui représentent l'association Contact Haute-Garonne, chacune avec son parcours, chacune avec un enfant LGBT+. Comment ont-elles appris que leur enfant n'était pas dans la norme, avec des guillemets ? Comment ont-elles réagi ? Réponse dans un instant, et bonjour à vous, évidemment. Bonjour. Bonjour. Également dans l'émission, on va vous parler d'une figure importante dans l'histoire, Edith Windsor. On parlera aussi culture avec des œuvres qu'on vous recommande. Et on terminera par quelques bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même. Notre émission s'intitule Conflit de Canard, être parent, avoir un ou une enfant LGBT+, comment être allié, c'est tout de suite.
D'après le rapport des LGBT-phobies 2023, la famille et l'entourage proche sont la première cause des traumatismes LGBT-phobes, et ça depuis de nombreuses années. Rejet, isolement, insultes, harcèlement, menaces, agressions physiques, outing, diffamation, amalgame avec la pédocriminalité, etc. De nombreuses personnes LGBT+, les ont subies. Plus de la moitié ont moins de 35 ans et 23% sont des personnes mineures. Dans un cas sur 3, les victimes déclarées sont des femmes cisgenres, et dans près d'un des tiers également, les victimes sont des hommes trans. Plus de la moitié des agressions sont commises par les parents directement. Et les traumatismes physiques et psychologiques sont très lourds pour les victimes. Être parent, c'est une tâche difficile. Être enfant n'est pas facile à vivre non plus. Et la relation parent-enfant se complique quand l'enfant grandit et commence à affirmer son identité. Et c'est d'autant plus compliqué quand on se découvre LGBT+. Voici quelques témoignages que SOS Homophobie a reçus. Un jeune de 14 ans a été déscolarisé par ses parents depuis qu'il leur a annoncé être gay. Il ne peut plus voir ses amis, ni leur parler, ni sortir de chez lui. Un jeune homme trans de 19 ans a été séquestré par ses parents quand ils ont appris qu'il était transgenre. Il ne pouvait plus aller ni au travail ni sortir, son téléphone a été fouillé et il a subi des violences physiques. Ses parents affirment qu'être trans c'est contre nature. Une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a fait son coming out a été rejetée par sa famille qui n'accepte pas ses choix, entre guillemets. Parenthèse, ce n'est pas un choix, ça ne l'a jamais été pour personne. On ne choisit pas d'aimer le chocolat et de ne pas aimer les haricots verts, par exemple. Bref, les grands-parents de cette jeune femme la considèrent comme une honte de la famille. Une jeune femme trans a été privée de nourriture et d'hygiène par ses parents. Elle a aussi été menacée de mort et violentée physiquement. Un jeune gay de 18 ans a été mis à la porte de chez lui. Ses notes en cours ont chuté et ça a entraîné une grande précarité. Il a passé de nombreuses nuits dans sa voiture et a fini par vendre son corps pour avoir de l'argent pour survivre. Pour des jeunes LGBTQIA+, dont la religion est importante en famille, la question de la thérapie de conversion est souvent sur la table alors que c'est interdit en France. Quand on est parent, on peut se demander ce qu'on a raté dans l'éducation et la transmission. On peut s'inquiéter de l'avenir de notre enfant. On peut s'inquiéter de ne pas avoir de petits-enfants, de liens de sang. Et quand la religion entre aussi en compte, les croyances sont remises en question. Et ces questions, beaucoup de parents se les sont posées. Pour parler de ce sujet, vraiment pas simple, alors que ça devrait l'être, nous sommes ravis d'accueillir donc Anne et Marie-Françoise de l'association Contact. Avant de commencer, une petite formalité, pouvez-vous nous dire quels sont vos pronoms d'usage ? Elle. Très bien. Est-ce que vous souhaitez nous dire ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis à la retraite. Et moi, je travaille, je suis au conseil régional. Vous êtes toutes les deux mères de famille et vous avez chacune un ou une enfant LGBTQ+. Pouvez-vous nous présenter chacun de vos enfants, son âge, ce qu'il ou elle ou elle fait dans la vie ? Bon, alors moi, c'est un garçon, là j'ai 3 garçons, c'est celui du milieu. Il a 37 ans, il est vétérinaire spécialisé en médecine interne. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'il nous a annoncé son homosexualité. Et moi j'ai 4 enfants, donc mon aîné est homosexuel, il a 37 ans, il est magistrat. Et puis j'ai une petite, la plus petite, qui est bisexuelle et qui est étudiante. Comment avez-vous appris que votre enfant n'était pas hétéro, du coup ? Alors moi, c'est lui qui me l'a dit, mais je m'en doutais depuis un moment. Je m'en étais même douté quand il avait une dizaine d'années. Comme après il était sorti avec des jeunes filles, sans jamais aucune passion, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être pas ça, puis ça m'arrangeait quelque part bien. Et puis, il m'a fait plusieurs réflexions, et un jour, je lui ai dit, Franck, il faut que tu me dises ce que tu as à me dire. Il a dit, non, j'ai rien à te dire, mais si, tu as quelque chose. Et là, il n'a pas prononcé le nom, il m'a dit, maman, j'aurais voulu être autrement. J'ai donc pris dans mes bras, je lui ai souhaité une belle vie, mais en fait, l'angoisse m'est tout de suite tombée dessus. Alors, tout simplement pas pour des raisons de peur pour lui, ça m'a pas effleuré, mais c'est surtout parce que j'avais fait un peu de psycho et on nous disait que c'était à cause des mères si nos enfants étaient homosexuels. Et je me suis, comme j'ai un naturel à me culpabiliser, je me suis énormément culpabilisée. Et alors, on est tout de suite allé voir l'association avec mon mari, on a parlé avec le psychologue. Et après, je suis allée à des réunions spécifiques dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, où il y a des discussions avec les personnes LGBT, les familles et les amis. Et moi, mon aîné, nous l'a annoncé, il était déjà
finissait ses études, il était plus à la maison. Ça n'a pas été effectivement réellement une surprise et ça n'a pas été plus difficile que ça. Par contre, ma petite, voilà, je m'attendais pas du tout. Elle était beaucoup plus jeune et là, j'avoue que voilà, j'ai vraiment accusé le choc. Tandis que mon mari, c'est plus mon aîné qui l'a, voilà. Mais bon, ça, il n'y a pas eu de. Heureusement que tous les coming out se passent pas comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Il n'y a pas eu de grands traumatismes, mais voilà, effectivement, un vécu pour moi qui n'a pas été facile, mais surtout pour la seconde. Vous avez dit que vous le ressentiez, que vous saviez déjà, vers l'âge de 10 ans, que votre enfant est LGBT+. Comment vous l'avez deviné? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là pour le savoir avant votre enfant? Alors, mais je sais pas si c'est avant, c'est aussi à ce moment-là que lui a commencé à voir qu'il n'était pas comme les autres garçons. Il aimait pas du tout la compagnie des autres garçons. Il trouvait leur conversation pas intéressante, etc. Et il n'y avait que des copines filles. Donc j'ai trouvé un petit peu. J'en avais parlé à son enseignant, qui m'avait dit oui, mais c'est parce qu'il a pas de sœur. Bon, moi j'ai pas vraiment cru. Et puis effectivement, c'était mon intuition qui a été la bonne. Bon, du coup, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du coming out? Qu'avez-vous pensé et quelles ont été vos inquiétudes? Oui, alors moi, mes inquiétudes, c'est surtout que je me sentais coupable. Après, je n'ai pas eu peur du fait qu'il puisse être agressé. Ça m'est pas trop venu à l'esprit. Je connaissais des personnes homosexuelles qui avaient pas eu de problème, donc ça m'a pas inquiétée. Et moi, mon aîné, non plus de peur, non. Après, je me suis dit que il avait effectivement été plus ou moins un peu harcelé. Lui dit que non, mais harcelé à l'école et à cause de voilà, du fait que il s'intéressait pas au foot dans la cour et que il se mettait un peu à part. Mais il avait ses études, il avait vraiment beaucoup mûri et s'était affirmé. Donc en plus, c'est un juriste, donc il m'a dit de jamais s'inquiéter pour lui, parce qu'il connaissait bien ses droits. Donc, pour mon fils, j'ai pas ressenti ni peur, ni quoi que ce soit. Pour ma fille, a été beaucoup plus un choc, parce que je le voyais pas venir, et c'était en pleine crise d'ado, il y avait plein de choses qui étaient compliquées. Donc là, oui, je savais pas exactement ce qui allait se passer. C'est pas que j'ai eu peur parce qu'elle était très forte, mais j'ai pas compris. Voilà pourquoi. En fait, en clair, je pouvais avoir 2 enfants LGBT dans la famille, comment ça se faisait. Mais de peur et après, oui, je me suis dit, tout ce que vous avez dit, c'est très bateau, c'est-à-dire quand est-ce qui va nous faire des petits enfants, etc. Voilà. Mais bon, ça, c'est la vie, c'est pas grave. Oui, moi, ça a été aussi un problème. J'ai mon fils aîné qui a fait un AVC très très grave à 21 ans, qui restait handicapé. Et le dernier qui est pas très attiré par les enfants. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas être grand-mère. Et en fait, notre aîné, tout handicapé qu'il est, il a rencontré quelqu'un et ils ont une petite fille maintenant, donc je suis comblée. Personnellement, je voudrais juste revenir sur le fait de culpabiliser par rapport au fait de se dire qu'est-ce qu'on a fait pour que notre enfant soit comme ça. Je trouve que ça revient souvent dans les témoignages. Pour clarifier la chose pour les éventuels parents qui nous écouteraient, concernant l'homosexualité, c'est pas de votre faute. C'est clairement pas de votre faute. C'est pas génétique. C'est pas lié à l'éducation. C'est vraiment propre à chacun et chacune. Si ces futurs parents nous écoutent, ne culpabilisez pas. C'est pas du tout de votre faute.
Voilà. Ce qu'il faut bien voir, et c'est pour ça qu'on est dans la sauce, c'est que on est là justement pour cheminer, pour vraiment sortir de ces... parce qu'on est très franc là, très franche, toutes les deux, lorsqu'on vous parle, mais on n'est pas forcément très fiers des réactions qu'on a eues, qui sont d'ordre souvent émotionnel, et voilà. Mais justement, l'idée de la sauce, c'est qu'on a le droit, et on est là pour dire franchement comment on a ressenti les choses, pour partager entre parents et pouvoir ensemble se sortir de tous ces, parce que c'est des préjugés, on est d'accord. Oui. Voilà. Et donc c'est l'idée, c'est de pouvoir effectivement ne plus culpabiliser, mais même se dire qu'on peut culpabiliser, on peut dire qu'on culpabilise, mais après, pour en parler ensemble et revenir sur des aspects plus rationnels. Parce que on est souvent justement, Marie-Françoise a commencé à en parler, lorsqu'on est dans nos groupes de parole, on est très mélangés, on a tous des parcours différents, on est à des stades... Marie-Françoise est là depuis beaucoup plus longtemps, et on est face à des personnes LGBT aussi, et il y en a, je m'en rappelle, qui disaient, mais on est en 2023, parce que c'était l'année dernière, comment vous avez pu vous dire ça? Et donc là, l'idée de la sauce, c'est que on discute ensemble pour vous montrer ce que nous on a pu à un moment penser de façon très humble et très franche, et pouvoir avancer avec vous, pour ne pas que se passent tous ces traumatismes dont vous nous avez... vous m'avez glacé au début. Je suis désolé, ça fait partie de l'émission, je suis désolé. Et ça, c'est l'actualité, mais beaucoup de choses se passent autrement, heureusement. Oui, bien sûr. Comment faire pour montrer son soutien en tant que parent? Alors moi, en fait, j'ai été très mal. Mais malgré tout, il a amené des petits amis, comment vous dites maintenant, des copains, des copines. En fait, c'était des copains, lui. Et on les a toujours reçus, on les a amenés en vacances, etc. Alors qu'on n'était pas forcément très bien, mais on a accueilli tout à fait ses choix. Je veux dire pas ses choix d'homosexualité, mais le fait de vouloir nous amener quelqu'un... Et ça s'est fait tout de suite. Et pareil, pas plus, être dire qu'on accepte, ne pas changer ses habitudes, ne pas changer ses relations, accepter effectivement les partenaires quand il y en a, mais ne pas cacher non plus éventuellement des difficultés, mais je sais que mon fils aîné, il nous appelait la super famille, donc même en se trouvant pas très à la hauteur, on arrive quand même à être qualifié de super famille. C'est beau. Ça fait plaisir. Oui, parce que C'est toute une question de communication aussi. D'échange. Il faut arriver à pouvoir communiquer. Quand on arrive à communiquer, peut-être que les choses se font plus facilement. Oui, après, mon aîné, je me rappelle, le pauvre, il a fait un week-end coming out, quoi. Alors là, je me suis dit, c'est fou. Moi, j'ai pas eu à faire de week-end coming out. C'est-à-dire, il est venu, il était dans l'Est de la France, il est venu pour nous le dire à nous. Après, il est allé voir mes parents, il est allé voir des amis. Il l'avait déjà dit à ses frères et sœurs. Il est rentré, après le week-end, il est rentré absolument lessivé. Et tout s'était bien passé. Mais quel effort c'était. Et il a mis un an pour le dire à ses grands-parents du côté de mon mari, parce qu'il y avait un contexte familial différent. Et il m'a chargé de le dire à mes frères. Donc... c'est quand même extrêmement... alors que ça a été facile, la communication est restée, l'échange est resté, la super famille entre guillemets, c'est quand même très très difficile, et ça, là vraiment, ça m'a fait rentrer dans le sujet, c'est-à-dire que vraiment on se met, alors quand on est des parents, on se met à la place des enfants, et c'est plus un événement extérieur, quoi.
C'est pas voilà, les personnes LGBT pour moi, c'est d'abord là on connaissait pas, et puis en plus c'était pas quelque chose qui m'aurait choqué, mais qui m'aurait intéressé. Mais là, en tant que parent, vous mettez à la place de l'enfant. Et donc, vous rentrez dans un monde, dans l'homophobie, vous rentrez dans même dans le monde du travail, toutes les remarques qui font tilt maintenant, quand j'entends, voilà, toutes ces plaisanteries qui n'en sont pas. Voilà, donc la communication, l'échange, mais bon, ça reste quand même pas si facile, je trouve. Est-ce qu'on peut vous demander, vous n'êtes pas obligé de répondre, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensiez de l'homosexualité, des LGBT avant d'être confronté à un coming out? Enfin, est-ce que vos enfants vous le disent? Moi, rien. Rien du tout. Je me suis absolument jamais posé la question. Dans mon entourage, personne n'en parlait. Quand je pense que en 82, je n'ai même pas entendu parler. J'ai été majeure. Enfin, j'avais 18 ans. Mais rien. Il y a pas. C'était vraiment le blackout total dans ma génération, quoi. D'accord. Alors moi, c'était un petit peu différent. J'avais des collègues qui étaient homosexuels, donc j'y ai pensé. Mais toujours mon histoire de culpabilité, je me suis dit, mais qu'est-ce que leurs parents ont fait? Pourquoi ils se sont pas bien débrouillés? Et je me disais, bon, si ça m'arrive, je vais culpabiliser. C'était bingo. Et en fait, nous, Super Famille, je sais pas si on pouvait vraiment le dire, parce que comme on n'était pas bien, mon mari et moi, notre fils qui habitait encore à la maison, il a voulu se prendre une petite chambre, donc il était étudiant à l'époque. Et en fait, pas du tout pour nous tourner le dos, mais pour respirer un peu, parce qu'à la maison, c'était pas très joyeux. Et puis il avait regretté un peu de nous le dire, il l'avait dit à ma jeune sœur parce que il avait trouvé qu'on était vraiment triste et puis petit à petit ça s'est arrangé et il m'a dit après tu sais maman, je comprends maintenant pourquoi vous avez mis du temps à l'accepter. Je sais pas si on peut dire accepter puisqu'on l'a accepté depuis le départ, mais à le comprendre parce que moi j'ai mis 10 ans à l'admettre. Comment faire quand la famille n'accepte pas? Que diriez-vous à des parents qui rejettent leurs enfants? Alors moi, je leur dirais que franchement, c'est pas un souci et que on arrive à l'admettre assez rapidement. Et que là, on n'y pense plus. Moi, mon fils, il est en couple depuis plus de 10 ans. Et quand ils viennent, c'est Franck et Paul, et puis comme les autres, quoi. Il y a pas de différence. On n'y pense plus. Rien de plus. Françoise a bien plus d'expérience que moi. Je leur dirais de venir nous voir, puisque de toute façon, je pense que tout parent qui rejette un enfant, il a très envie de reprendre lien. Donc l'idée, c'est que chacun aussi. Enfin, nous, on est là pour ça. Enfin, c'est pas nous, mais tout ce qui fait tous les bénévoles de contact sont là pour apprendre à chacun à se parler et petit à petit à reprendre lien. Oui, parce qu'au début, cette association, c'était surtout une association familiale pour ces échanges entre les personnes LGBT, les parents, les amis. Voilà. Puis après, il y a eu d'autres choses, mais on en parlera peut-être après de l'association. Que dire à un ou une enfant LGBT+, qui est rejeté, justement? Comment le ou la conseiller et l'orienter? Il faut, faut mettre les choses à leur place, hein. On n'a pas, nous ne sommes que des bénévoles, nous sommes une association, qui, cherche à faire dialoguer, accepter. Mais après, on n'est pas des psychologues, on pratique beaucoup l'écoute et on invite à ces groupes où on apprend à dialoguer. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui nous disent je cherche à comprendre pourquoi mes parents ils ont réagi comme ci comme ça, ou alors je l'ai pas encore dit et comment vous avez réagi vous, comment ils vont réagir, etc. Donc ça c'est surtout par le dialogue et le témoignage, quoi. Sans on témoigne que de son propre vécu. On dit pas faut faire ci, faut faire ça.
Il faut être très très humble, mais il faut savoir, on peut parler, on peut dire des choses. J'avais assisté à un groupe de parents où il y avait une maman qui pleurait et qui disait j'ai honte de dire ça, mais elle le disait. Voilà. Et en fait, elle n'avait pas à avoir honte. Donc ça ne peut être que là-dedans. Après, les conseils, c'est autre chose. Il faut être déjà, je pense, très humble et savoir qu'on peut parler sans jugement et en toute confidentialité, bien sûr, chez nous. Peut-être ce que je dirais, c'est que on donne pas forcément de conseils, mais moi, j'essaierai de faire comprendre qu'il faut essayer le plus possible de garder le lien, à part s'il y a de la violence, des choses comme ça. Et que il faut pas perdre espoir, que même si les parents au départ sont très choqués, le temps fait son œuvre. À quel moment vous avez souhaité vous engager aux côtés de la cause LGBTQIA+, à quel moment vous avez connu l'association Contact? Alors moi, en fait, c'était tout de suite après le coming out de notre fils. 3 jours après, on était avec le psychologue et voilà. Au départ, j'étais absolument pas bénévole. J'allais au contraire me faire aider. Donc je suis allée beaucoup, autant d'écoute et de parole. Et c'est petit à petit, quand je me suis sentie bien, etc., que j'ai voulu être bénévole et aller aider. En fait, je dis toujours, c'est un peu un hasard que je sois allée être bénévole pour cette cause, parce que je n'étais pas forcément sensibilisée à ça, mais c'est le fait que notre fils soit homosexuel ça m'a intéressé d'aider cette cause. Et moi, ça fait 4 ans maintenant, donc c'est beaucoup plus récent que Marie-Françoise. Et en fait, c'est par le partenariat avec la Maison des Ados de la Haute-Garonne, qui en fait, sur tous ces sujets, avec les parents, ou même pour aider les jeunes à faire leur coming out, envoie vers Contact. Et donc moi j'avais commencé en fait finalement le cheminement avec la Maison des Ados, parce que j'y avais amené ma fille, la petite, pour tout à fait autre chose, une histoire en 3e là de harcèlement. Et en fait, comme après je suis revenue les voir pour ça, et donc ils m'ont orientée vers Contact, où j'ai trouvé ce que je pouvais chercher, et de fil en aiguille, je suis devenue bénévole, parce que on veut rendre service quand on trouve qu'une association est belle. Ouais. Anne est arrivée et en fait elle a tout de suite rendu service. Et elle a je suis arrivée au moment du interview, Covid. Oui. Non, je me suis laissée embringuer, c'est vrai, mais comme toujours dans des associations, mais avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'association Contact ? Quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi? Et si vous voulez peut-être nous parler de la lettre de Jane Manford, je crois que c'est important pour l'association Contact. Alors j'y vais. Vas-y. Voilà, parce que l'année dernière on a fêté nos 20 ans, et donc j'ai un peu l'historique en tête. 20 ans ici. Nos 20 ans, voilà. Nos 20 ans sur la Haute-Garonne et les 30 ans de la première assoce Contact en France. Voilà, qui effectivement a été créée, la première assoce Contact, de façon similaire à PFLAG, qui est une association américaine, donc créée par cette personne qui était mère d'un enfant gay, et donc PFLAG, c'est parents et amis, friends de lesbiens gays. Donc c'était une association qui avait ce qui est encore maintenant, c'est-à-dire une association familiale qui a pour but de faire dialoguer les enfants et les parents pour un cheminement. Et donc depuis 30 ans, il y a maintenant un réseau
d'associations, vous pouvez le voir sur le site, et tous les départements ne sont pas couverts, mais bon, il y a un certain nombre d'associations. Et nous sommes, alors juridiquement, c'est Contact Haute-Garonne, parce qu'on a été créé en Haute-Garonne, donc en 2003, mais on couvre 13 départements, et on a une antenne aussi en Loire et Haute-Loire. Et on partage avec le réseau toujours ces valeurs de dialogue et d'acceptation. Alors chaque association est indépendante, ce qui fait que elle exerce des activités à la mesure de ses moyens, de ses ressources financières, mais surtout humaines. Beaucoup de ces associations n'ont que des bénévoles. Nous, on a la chance d'être plus structurés puisqu'on couvre 13 départements, on a des salariés, on a des services civiques. Et donc, on a, au-delà des activités traditionnelles qui sont des écoutes individuelles et des groupes d'écoute de parole, dont je pense que Marie-Françoise pourra vous parler, qu'elle a assisté à beaucoup. On sait avec le temps, et c'est surtout avec cette professionnalisation, enfin entre guillemets, cette structuration, on est très présent dans les lycées et collèges, puisque on fait à peu près 250 interventions par an. Et l'année dernière, ça a touché presque 7000 élèves, donc c'est énorme. Et c'est une des sur ce périmètre. Enfin, même en France, on est une des associations qui en fait le plus. Et également et là aussi Marie-Françoise en fait beaucoup, donc elle pourra en parler. Et on forme aussi des professionnels. On a beaucoup de demandes justement du personnel éducatif, mais même médical ou accueil jeune, etc. pour être formés sur le sujet. Voilà. Et donc, on a fêté nos 20 ans l'année dernière, et à cette occasion-là, on a créé une exposition. On avait déjà une qu'on avait créée il y a 15 ans sur l'homophobie dans les quartiers, dans les territoires ruraux et dans le sport. Là, on a fait, justement, on est en plein dans le sujet, une exposition de 21 panneaux sur les coming out. Donc, coming out de tout style, heureux, malheureux, drôle, émouvant, et il y a des bénévoles dedans, vous en reconnaîtrez. Donc je vous invite à aller le voir sur le site de l'asso. Oui, alors donc à la base c'était bien ces réunions d'écoute et de parole, donc pour les échanges entre les différentes personnes, les familles, les amis, et puis les personnes LGBT. Puis petit à petit, il y a eu, comme disait Anne, d'autres interventions en milieu scolaire. En général, quand on y va, on touche plusieurs classes. Là, à la fin du mois, par exemple, on va à Saint-Lys, on va toucher 5 classes de 3e. Et voilà, on a des retours plus ou moins positifs. Plus positifs que plus ou moins, oui, quand même. Alors, on a d'excellents retours. Oui, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Dans l'acceptation de la situation LGBT, voilà, ouais. C'est ce que je voulais dire. Dans l'acceptation il y a même des jeunes qui nous ont dit, moi, je le tuerais si j'avais un enfant. Mais ça, c'est l'extrême. En général, les élèves, ils sont plutôt assez ouverts et positifs. Vous avez senti avec les années sur ces interventions en milieu scolaire que les mentalités changeaient ? Alors à des moments on se le dit, et puis après il y a d'autres interventions où on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. En fait c'est beaucoup suivant la nature du lycée ou collège et la nature de la localisation. Donc ça a un peu changé. A priori, alors que dans les territoires ruraux, au début, c'était plus difficile qu'au milieu urbain. Maintenant, c'est en milieu urbain, c'est plus difficile. Ouais. Et les lycées professionnels, etc. Et puis, il y a il y a quand même toujours beaucoup de boulot. Voilà. Et quand je disais que les retours positifs, c'est parce qu'on fait des évaluations régulières et que
on a beaucoup de retours positifs et on a beaucoup de demandes récurrentes d'établissements qui nous font passer des générations. Donc voilà, c'est pour ça. Mais effectivement, il y a c'est pas un exercice facile, ça c'est clair. Non. Dans les actions de l'association Contact, donc on a pas mal parlé à l'instant des interventions en milieu scolaire, mais il y a d'autres choses. Vous faites des interventions hors milieu scolaire. Il y a des accueils individualisés. Vous avez parlé aussi de groupes d'écoute et de parole. Et vous avez des événements que vous appelez des conviviales. C'est ça ? Ça, c'est le vocabulaire du réseau Contact France. Le convivial, c'est comme toute association, hein, c'est des moments où on se retrouve. Ça peut être, l'année dernière, il y a eu l'anniversaire, des stands, voilà, c'est rien de particulier, si ce n'est que c'est lié à la convivialité qui est inhérente à toute association. Et les interventions hors milieu scolaire, c'est des interventions soit en internat, soit dans des espaces jeunes. Donc c'est un peu le même style que les interventions en milieu scolaire, sauf que c'est pas à la demande d'un établissement, ça peut être à la demande d'une collectivité. Par exemple, Onze-Ville l'avait fait l'année dernière pour son espace jeune. Voilà, donc c'est comptabilisé légèrement différemment, mais c'est le même principe. Et les groupes de parole, comment ça se passe en fait ? C'est surtout par mail qu'il y a des invitations et puis on les sur met les réseaux et puis après, sociaux, voilà, sur le site. Voilà. Donc vient qui veut. Et bon, on discute beaucoup du coming out, mais actuellement, on parle beaucoup du transgenre parce que au niveau de l'homosexualité, on a moins de demandes actuellement. Et donc, il y a beaucoup de familles et de jeunes qui viennent pour discuter du transgenre. Vous avez aussi un forum en ligne qui est assez actif. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, qu'on pensait qu'il se perdait. Et en fait, pour l'association Contact, ça fonctionne. Alors, c'est au niveau du réseau, ça. Il y a un forum et une ligne d'écoute nationale. Voilà, dans lequel on peut, les bénévoles de toutes les associations peuvent se porter candidat. Voilà. Nous, au niveau Occitanie, on est, justement parce qu'on est structuré, un des seuls à avoir une ligne d'écoute directe, enfin régionale, avec quelqu'un qui répond. Et du coup, on n'est pas forcément... Enfin, il y a certains bénévoles qui peuvent l'être de façon individuelle, mais on se concentre plus sur notre périmètre. On peut donner le numéro de la ligne d'écoute, si vous voulez. Nationale ou la nôtre ? Les deux, tant qu'à faire. J'ai pas mes lunettes. Alors, national, c'est là. D'accord. Et régional, c'est là. D'accord. Alors, du coup, la ligne d'écoute confidentielle nationale, c'est le 0805 69 64 64. Et pour notre région, c'est le 05 61 55 43 86. Ouais, merci. Les appels sont gratuits et c'est un numéro vert notamment. Oui. Oui, en général, au niveau du secrétariat, ils vont contacter des gens. Par exemple, moi, je suis formée à l'écoute. Et on me demande de téléphoner, en général c'est par téléphone que ça se fait, aux personnes qui en ont fait la demande. Alors la plupart du temps c'est des parents. Vous avez aussi des brochures avec vous là au studio, on peut les télécharger aussi sur votre site internet, est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, alors vous pouvez tout télécharger. Donc ça, ce sont des brochures qui sont faites au niveau national. Donc on participe, mais elles sont au niveau national. C'est pour ça qu'on met notre petite étiquette pour donner nos coordonnées à nous. Et alors donc c'est très intéressant parce qu'il y en a une brochure qui est pour les parents. Je montre ça, c'est pas très radiophonique. Non, on prendra une photo après. Et l'autre c'est pour les personnes LGBT. Donc elles ont été très récemment réactualisées et donc voilà, sont disponibles par téléchargement ou sur demande. Voilà, après on a on a nos supports de communication plus spécifiques, un flyer, un livret de témoignages, et puis on a surtout on a sur le site une série de vidéos témoignages qui est sortie en 2020. Qui donc permet d'écouter des témoignages de parents, de personnes LGBT à tout stade de leur parcours.
Et ça, c'est en général. Et en plus, c'est des épisodes sur des thèmes différents. Donc ça c'est proposé aussi aux gens qui viennent nous voir. Ça fait partie du parcours, un peu d'écouter les autres. Et on a donc ces 2 expositions que l'on met à disposition sur demande, souvent des établissements publics, des lycées, dans le cadre de semaines sur le sujet ou en support lorsqu'on vient intervenir. Donc on a une palette de supports de communication. Mais au niveau des 2 brochures, elles sont assez complètes et surtout très actuelles. Du coup, pour terminer, où peut-on retrouver les actus de l'association Contact, un site, des réseaux? Alors, un site et des réseaux, oui. Alors, le site, c'est celui de Contact. Et on arrive sur le site directement du réseau, et après on clique sur la carte de la France. Et donc, le site, c'est... Alors, le site, c'est www.asso-6, il me semble, contact.org/asso/31 si vous voulez aller 31 si on va directement sur le nôtre. Et ensuite, on est présent sur Facebook et sur Instagram. Voilà, Instagram c'est association, c'est Contact en Occitanie. Et Facebook c'est aussi 31. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages et d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite, et si vous souhaitez intervenir, quand vous voulez, vous en êtes libre. On passe à l'histoire d'une vie, c'est la chronique Il suffira d'un signe avec Guillaume. Alors pour cette personnalité mise en avant aujourd'hui, pour cette biographie, je souhaite vous parler d'Edith Windsor. C'était une grande femme que j'admire énormément. Edith Windsor, elle est née en 1929 à Philadelphie aux USA. Elle est issue d'une famille de réfugiés juifs russes et son enfance a été affectée par la Grande Dépression. C'est cette longue période de crise économique des années 30 et à l'école, elle a notamment été victime d'antisémitisme. Durant ses études, elle est sortie avec des garçons. Elle s'est mariée en 1952, puis elle a divorcé moins d'1 an après, affirmant qu'elle était attirée par les femmes, voulant vivre sa propre vie et ne plus se mentir. Après sa scolarité, elle se dirige et se spécialise dans les mathématiques, un milieu qui est quand même très masculin, avant de rejoindre la société IBM, grosse entreprise informatique américaine, où elle restera pendant 16 ans en tant que programmatrice, puis à des postes techniques et supérieurs, obtenant même le titre technique le plus haut niveau chez IBM. Elle a aussi aidé la commission de l'énergie atomique et le FBI à enquêter sur elle. Edith Windsor fréquente alors à ce moment-là une femme, Sia Spire. Alors comme dans chaque émission, désolé mon anglais il est toujours aussi pourri. Et donc elle a fréquenté cette femme, Sia Spire, et elle avait très peur que l'enquête du FBI soit liée à son homosexualité, dans un contexte historique de la peur violette. Alors qu'est-ce que c'est la peur violette ? C'est une période de persécution des LGBT aux USA dans les années 50 qui correspond à peu près à la même période de la peur rouge, de la peur du communisme aux USA. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie psychiatrique et que de nombreux et nombreuses gays et lesbiennes ont été victimes de chantage et de pression de la part du gouvernement américain qui craignait que l'URSS ne se serve des LGBT pour obtenir des secrets d'État. Une véritable chasse aux sorcières donc, qui a conduit à de nombreux licenciements dans les administrations par peur. Niveau discrimination, on est pas mal là. Mais pour le coup, là, le FBI enquêtait sur Edith Windsor, plutôt vis-à-vis de sa sœur, qui avait des liens avec le syndicat de l'enseignement. Donc un service de renseignement qui enquête sur quelqu'un qui est syndicalisé, quoi. Bon voilà, le contexte il est posé, c'est bon, pourquoi est-ce que je vous parle d'Edith Windsor ? Peu après avoir quitté IBM, elle a aidé de nombreux groupes LGBTQIA+, à devenir alphabétisés en technologie. En gros, elle leur a appris l'intérêt de se savoir servir des outils informatiques et de l'importance que ça pouvait avoir dans la communication. En 1967, Sia demande Edith en fiançailles. Bien que l'union homosexuelle ne soit pas encore légale à ce moment-là, et par peur qu'une bague traditionnelle provoque des soupçons chez le couple, Sia lui offre plutôt une magnifique broche en diamant circulaire. On est à peu près à la période des émeutes de Stonewall. Et donc juste après cet épisode-là, qu'on a déjà parlé dans une émission précédente, allez la réécouter d'ailleurs, les deux femmes s'affirment et deviennent très actives dans les mouvements de libération LGBT+. En 1977, Sia est malheureusement diagnostiquée atteinte d'une sclérose en plaques. Le couple
s'adapte alors pour faciliter le quotidien. Mais ça n'entache pas l'engagement militant des deux femmes. Edith, elle s'est même portée volontaire auprès des Gay and Lesbian Advocates and Defenders, la East End Gay Organisation, le LGBT Community Center, les Gay Games de New York en 1994, et elle a contribué à fonder Old Queers Acting Up, un groupe d'improvisation utilisant le théâtre comme outil ludique pour résoudre des problèmes de justice sociale. Elle a siégé au conseil d'administration des Service and Advocacy for LGBT Elders, dont l'acronyme est SAGE, de 86 à 88, puis elle y est retournée de 2005 à 2007. Petit passage dans les années 90. En 96, sous la présidence de Bill Clinton, la DOMA, et c'est très important, la DOMA c'est la Defense of Marriage Act. Donc c'est vraiment une loi qui entre en vigueur à ce moment-là. Cette loi, c'est une loi fédérale qui limitait les droits conjugaux et la reconnaissance du mariage entre deux personnes au seul couple hétérosexuel au niveau national. Ce qui ne permettait donc pas aux couples de même sexe d'avoir des droits lorsque l'une des deux, conjoint ou conjointe, est décédée. Et c'est là où l'important arrive. En 2007, la maladie de Sia s'aggrave. Alors elle décide d'épouser Edith, mais au Canada, parce que là-bas c'était légal. Et en présence même du premier juge ouvertement gay du pays, Harvey Brownstone. Malheureusement, Sia décède en 2009, et elle lègue à Edith son appartement. Problème, les USA ne reconnaissent pas leur union, et l'administration fiscale réclame à Edith plus de 360 000 $. Alors elle porte plainte contre l'État en 2010, jusqu'à amener l'affaire devant la Cour suprême des USA, qui rend un verdict un peu tard en 2013, qui a fait sauter de joie la communauté LGBTQIA+, la DOMA est donc considérée comme inconstitutionnelle en tant que privation de liberté de la personne protégée par le 5e amendement. C'est une décision historique, ce qui permet alors aux personnes de même sexe de se marier et de bénéficier des mêmes avantages fédéraux que les couples hétéros. Edith Windsor est devenue une icône des droits LGBTQIA+, elle a continué d'œuvrer jusqu'à sa mort en 2017 pour le respect et la défense de ceux-ci. Merci Guillaume, on passe à la culture avec le Canard, nos recommandations à voir, à lire, à écouter, etc. Du coup, je vais vous parler rapidement du roman graphique Gender Flu, donc ce qui est un roman graphique qui aborde la non-binarité et la fluidité de genre, qui a été écrit par Tamos Le Thermos. Donc je l'ai lu en 2023, fin 2023, donc il y a un peu moins d'un an. Et j'avais déjà lu d'autres romans graphiques sur la non-binarité, etc. Mais celui-ci, je l'avais particulièrement aimé parce que c'était vraiment la première fois que moi, je me sentais représentée et comprise dans une œuvre qui parle justement d'expériences non-binaires. Avec d'autres œuvres un peu autobiographiques, tout ça, sur les expériences non-binaires des autrices, même si c'était hyper intéressant à lire, comme avec genre queer par exemple, je me sentais pas forcément représentée parce que c'est une expérience hyper large et tout le monde vit des choses très différentes. Pour le coup, Gender Flu, ça m'a vraiment fait un truc quand je l'ai lu parce que je me sentais vue et visible pour une fois et je me disais, ok, je suis pas seule dans mon expérience avec mon genre, etc. Et ça m'avait fait beaucoup de bien à lire. Les dessins sont assez rigolos aussi. L'auteurice est très active sur les réseaux aussi. Et ouais, ça m'avait vraiment permis de me sentir moins seule et je la recommande à beaucoup de gens parce qu'elle est moins connue et pour le coup elle est francophone. Et c'est cool aussi de mettre en avant des auteuristes francophones. Merci Clara. Nika, tu vas nous parler d'une web-série engagée. Effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du coup de la web-série nommée Les Engagés, qui a été écrite par Sullivan Le Postec en 2017. Sullivan est un scénariste et réalisateur français né en 1979. Il vient de Bretagne, mais après il est parti faire ses études à Lyon, où il s'est notamment engagé dans plusieurs associations LGBT+. La série Les Engagés a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses pour cela. La série Les Engagés nous raconte l'histoire d'Hicham, un jeune homme homosexuel et racisé, qui quitte le domicile familial parce que lui il veut vivre sa vie, il veut pouvoir être qui il est. Et donc du coup, il rejoint un ami qui est dans le milieu LGBT de Lyon. Et cet ami du coup va le faire venir dans une association où il va se mettre peu à peu à se déconstruire et à militer au sein de l'association. Les Engagés abordent une pluralité de thèmes, donc les LGBT-phobies bien sûr, mais aussi le racisme, le sexisme, l'islamophobie, la pression familiale et les relations familiales au sein de la communauté LGBT, et les violences policières, ainsi que beaucoup d'autres bien évidemment. Pour moi ça a été un véritable coup de cœur, parce qu'elle représente avec une étonnante justesse les milieux associatifs et queer, avec
les débats qui durent des heures des fois, avec les différentes opinions. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Les personnages sont pluriels aussi, donc il y a une pluralité de vécus, il y a vraiment un éventail très large de vécus et de représentations, ce qui est assez rare pour être souligné. Et tous les personnages sont hyper bien construits parce que chacun a sa propre histoire et sa propre évolution. C'est pas des personnages qui stagnent en fait. Et ça c'est très cool aussi de voir que on est des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits et parfaites. Et c'est très cool de voir des personnages qui évoluent, qui font des erreurs, qui parfois se trompent, parfois réussissent, parfois ont des échecs. Et voilà. Un petit point sur la 3e saison, les engagés Xaok. Ça change un peu de ton. La série change un peu de ton pour devenir un peu plus sombre et politique. Mais elle met l'accent sur un tabou qui sont les violences institutionnelles pour les personnes LGBTQ+. Alors, je mets un petit attention sur cette série. Elle aborde beaucoup de sujets qui peuvent toucher des gens et qui peuvent être triggers pour certaines personnes et qui ne sont pas précisés au début. Donc faites attention et je conseille quand même de vous renseigner un petit peu sur la série et sur les épisodes pour pas être choqué, pour pas que ça vous rende triste ou pour pas que ça vous angoisse ou voilà. Merci beaucoup Mika. Guillaume, c'est à toi. Allez, je vais vous parler d'un jeu vidéo, ça faisait longtemps. Un jeu vidéo qui propose une histoire humaine, très ancrée dans la réalité au sujet d'actualité, avec une petite touche de fantastique quand même. Ce jeu, c'est Tell Me Why. Il est sorti en 2020. Il a été développé par le studio Dontnod Entertainment. C'est, si vous le savez pas, c'est le studio qui est derrière les jeux Life is Strange et Banisher, qui sont très très connus. Et c'est un studio qui revendique de créer des expériences universelles auxquelles tout le monde peut s'identifier en gros, en racontant des histoires vraiment authentiques qui portent à réflexion. Et justement, c'est le cas de Tell Me Why. C'est un jeu en 3 épisodes de 3 heures chacun, à travers l'histoire proposée. On va suivre 2 jumeaux, Tyler et Allison, qui se retrouvent après 7 ans de séparation. Tyler, à l'époque, donc, était envoyé de force en camp de redressement destiné aux adolescents, suite à la mort de leur mère dont il est tenu pour responsable. Leur mère qui, à ce moment-là, était dans une folie pure, et qui s'est mise à le menacer en fait, à le poursuivre avec une arme. Et les 2 enfants, à ce moment-là, ont eu très très peur. Donc 7 ans après ce malheur, le frère et la sœur se sont enfin réunis dans le domicile familial. Donc ça réveille quand même des souvenirs assez douloureux. Pas mal de désordre aussi. Et ils vont essayer de reconstituer le puzzle des événements pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc enquêter. Les 2 personnages sont très attachants, réalistes. Les thèmes de l'histoire sont quand même assez matures et réfléchis. Mais attention parce que c'est un jeu où il faut faire des choix. Et donc ça va impacter la relation entre la personne qui joue et le jeu, mais ça va aussi impacter la relation entre nos 2 personnages, et donc ça va influer sur la force de leur lien. Donc il faut vraiment faire gaffe aux choix qu'on fait, et donc ça va amener forcément plusieurs pans d'histoire différents quand on refera le jeu. Et en parlant de ce lien, ils ont un lien, il et elle ont un lien unique vraiment qui les lie. C'est un pouvoir télépathique qui fait toute la particularité du duo. Et le jeu n'hésite pas à aborder des sujets qui sont assez difficiles, donc le deuil, mais avec un certain respect, une certaine bienveillance, la confiance à autrui, et surtout la transidentité de Tyler, car oui, Tyler est un homme trans. Sinon je vous parlerai pas de ce jeu dans cette émission. Donc l'écriture du scénario, elle a été acclamée, et c'est justifié, car elle a en plus bénéficié d'aide et de conseils d'experts en santé mentale et transidentité. Et c'est vraiment à souligner parce que c'est assez rare des studios qui vont chercher des personnes experts et professionnels pour parler de sujets hyper difficiles. C'est pas un sujet pris à la légère, c'est travaillé et ça c'est chouette. Au final, c'est un jeu où on joue pas beaucoup en vrai. On est plutôt sur une histoire interactive avec beaucoup de dialogue, beaucoup de réflexion. C'est assez linéaire, donc on n'a pas beaucoup de mouvements de liberté, mais l'enquête pour reconstituer les souvenirs de l'enfance est vraiment très très prenante. Le gros point fort du jeu, sans aucun doute, ce sont les personnages qui sont très très convaincants, crédibles, et sur des thématiques comme ça, encore une fois, c'est rare de le souligner dans les univers vidéoludiques. Donc foncez, jouez à Tell Me Why, et vous pouvez le trouver très facilement sur vos plateformes pour pas très très cher, vu qu'il a quelques années maintenant. Merci Guillaume. Me concernant, je voulais vous parler de pop queer francophone aujourd'hui. Il y a quelques mois, en me baladant tranquillement sur une plateforme musicale dont on ne va pas citer le nom, pendant un trajet en train Toulouse-Paris, j'ai découvert Loa Mercury. Loa Mercury est une artiste indépendante trans et militante qui réside chez Madame Arthur. Le cabaret travesti historique de Pigalle s'est assumé et revendiqué ainsi sur leur site, afin de se réapproprier le terme pour le rendre plus positif.
où, je la cite, « Elle sait qu'elle brille et les personnes là-bas la voient briller ». Le 5 mai 2023, elle sort son tout premier EP nommé Ellipse, produit par son père qui la soutient et qui rêvait de faire partie du milieu de la production musicale. Composé de 5 titres, Solstice, Satellite, 1988, Lune de miel et Équinoxe, à l'écoute c'est du velours cousu avec beaucoup de sensibilité, de sensualité et de poésie. Je ne vais pas vous parler des 5 titres, mais de quelques-uns. Solstice nous raconte un rencard érotique en pleine canicule en 2050, dont on peut rêver pour notre futur, avec une strophe que je trouve très douce, très poétique, et légèrement un petit peu osée. Sous les albizia, les raies du soleil au zénith éclairent les poils blonds des champs de blé et de ta... Voilà, vous terminez la phrase. Quand Loa écrit le morceau de 1988, elle s'est rendue compte qu'elle peignait la rencontre de ses parents avec beaucoup de détails. Sa mère qui s'était cassé une dent, interprétée dans la chanson par une brèche dans son sourire d'ivoire. Les sœurs de cette dernière qui l'ont encouragée à aller à cette soirée en bravant sa timidité, etc. Et quand elle l'a fait écouter à ses parents, ils lui ont dit que c'était comme si Loa avait été là. Et enfin, Équinoxe, et pour vous parler de ce titre, je cite tout bonnement Loa Mercury qui s'est exprimée lors d'une interview pour Le Prescripteur. « Je crois beaucoup au monde du multiverse. Un rêve, un fantasme existe dans un autre univers. Si je pousse l'inventivité, tout cela arrive quelque part. Je suis infiniment persuadé que la vie est un rêve collectif. Que ressens-tu quand tu réalises que tu rêves ? J'aime cet état, j'y crois beaucoup philosophiquement. De manière plus pragmatique, je suis amoureuse d'une personne qui n'est pas amoureuse de moi. C'est un peu ça l'histoire. Loa est passionnée par la musique romantique, par l'astrologie, la philosophie. Et pour cette EP, elle avait envie de se rapprocher de Françoise Hardy, de Christophe, de Sébastien Tellier. Elle est également très touchée par Billie Eilish et Lana Del Rey, et ça se sent très clairement dans cet album. L'été approche, ça sent les romances de vacances et de toujours, alors faites-vous plaisir en écoutant Ellipse, et je vous invite évidemment à aller la voir chez Madame Arthur. Est-ce que vous avez éventuellement une petite recommandation culturelle ? Un spectacle, un livre, une musique Un coup de cœur très particulier. Ouais, vraiment. Moi, je suis une lectrice compulsive. Je lis tout ce qui me passe sous la main et souvent des vieilles choses. Donc, je viens de finir Le Rocher de Tarnios d'Amin Malouf. Et c'est vraiment pas une actualité parce que j'ai vu qu'il avait eu un prix en Goncourt en 93. Et je le trouve magnifique. Oh, en plus, finalement, oui, si, ça a un rapport avec l'actualité parce que ça se passe au Liban, et parce que c'est une mosaïque, le Liban. Et donc, à l'époque où ils vivaient ensemble, quoi. Voilà. Mais vraiment, je n'ai pas de prétention à vous faire une rubrique littéraire. C'est votre coup de cœur, on le prend. Je viens de le finir, j'ai adoré, voilà, c'est tout. Moi, j'aime beaucoup la variété, alors j'aime bien écouter ce que j'entendais quand j'étais jeune. Mais même les jeunes écoutent ce qu'on écoutait nous quand on était jeunes. Ah oui, bien sûr. En fait, nous sommes très modernes. Oui, voilà. Ah oui. Comment vous dire que moi j'ai été éduqué aux musiques des années 80 parce que ma mère est née en 75 et j'adore les musiques des années 80. Ça, donc sûr. Si vous avez un titre, moi même c'est si plus dans les années 70. Hein. Ah mais vous pouvez. C'est très bien aussi. C'est très bien. J'écoutais les chansons de Dalida. Oui. Ah oui. Voilà. Qui est une icône en plus. Une femme que j'appréciais beaucoup. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais ça ne me revient pas. On compte toute la discographie de Dalida. Voilà. On confirme. Bien sûr. Non, pas tout. En grande partie quand même. Oui. Dalida, grande icône queer. Exactement. Merci beaucoup. Pour terminer l'émission, quelques notes positives. Voici le journal des bonnes nouvelles, c'est le Canard liké. Fin avril 2024, l'État de la Dominique dans les Caraïbes a décriminalisé l'homosexualité. La haute cour de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale a jugé inconstitutionnel certains articles de loi sur les infractions sexuelles. Des textes qui punissaient jusqu'alors les relations homosexuelles jusqu'à 10 ans de prison, avec la possibilité d'un internement forcé. Toujours en avril, le Parlement en Suède a adopté une loi qui permet de faciliter le changement de genre à l'état civil. Il faudra désormais avoir minimum 16 ans au lieu de 18 pour faire ce changement administratif.
et il n'y a désormais plus besoin d'un diagnostic médical de dysphorie de genre pour cette démarche. Fin mars, le Sénat de Thaïlande a validé en première lecture la loi autorisant le mariage pour tous et toutes. Le pays va donc devenir le 3e pays d'Asie à légaliser l'union pour les couples de même sexe. Fin avril, la République tchèque a promulgué une nouvelle loi accordant aux couples de même sexe des droits approchant de ceux des couples mariés. Une petite avancée, mais ce n'est quand même pas l'autorisation du mariage. Et autre bonne nouvelle toujours dans le même pays, pour pouvoir changer de mention de genre à l'état civil, il n'est plus obligatoire de subir une stérilisation ou de procéder à une transition médicale. On arrive à la fin de cette 5e émission Conflit de Canard. Merci de l'avoir écoutée, merci de la partager et merci aussi à nos invités d'être venus. Retrouvez les autres productions Eva Sound Studio sur les sites evasoundstudio.com. On se retrouve bientôt avec la team Coin Coin pour une nouvelle thématique queer et inclusive. D'ici là, aimez-vous et prenez grand soin de vous. À très vite. Cordialement, bisous. Cette émission Conflit de Canard a été enregistrée en mai 2024 et produite par l'association Eva Sound Studio. À la réalisation Guillaume, à la rédaction et à l'animation Mario, Clara, Mika et Guillaume moi-même. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Suivez-nous sur evasoundstudio.com et nos réseaux sociaux.